Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conversation avec le ministre des Affaires étrangères intitulée « Gérer la crise, définir l'après-crise ». Je me présente, Frédéric Mérand, je suis le directeur scientifique du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et j'ai le plaisir d'animer cette conversation avec le ministre Champagne. Alors, je souhaite une bienvenue toute particulière aux étudiants et aux étudiantes de mon séminaire Pandémie et politique et pandémie, qui va se réunir tout au long du mois de mai et de juin pour discuter des différents enjeux liés à la crise que nous vivons actuellement. Le déroulement de cette conversation est très simple. Pendant la première demi-heure, je vais me livrer à un exercice de discussion vigoureuse avec le ministre Champagne et ensuite, dans la deuxième période, d'une demi-heure également, les participants et les participantes à cette conversation en ligne auront l'occasion de poser leurs propres questions et Camille sera là pour identifier les tours de parole. Donc, ce sera une période modérée par moi-même. Alors d'abord, Monsieur le ministre Champagne, merci infiniment de nous offrir ce moment privilégié avec vous. Vous l'avez rappelé lors du pré-test, diplômé en droit de l'Université de Montréal. Donc, vous êtes ici dans votre alma mater, même si c'est à distance. Vous avez occupé plusieurs postes importants dans le monde de l'ingénierie et dans le monde des affaires, notamment celui de vice-président chez ABB, une entreprise helvético-suédoise. Vous avez été en 2009 nommé par le célèbre Forum économique mondial de Davos, jeune leader mondial. Et en 2015, vous avez fait le saut en politique en étant élu député de Saint-Maurice-Champlain, qui, si je ne m'abuse, était la circonscription, la terre d'élection du premier ministre chrétien pendant de nombreuses années. Vous êtes devenu ministre du Commerce international en 2017 et depuis 2019, vous êtes ministre des Affaires étrangères du Canada. Monsieur le ministre, nous nous sommes rencontrés en décembre 2019 et vous m'aviez parlé de votre agenda de politique étrangère à ce moment-là, un agenda extrêmement intéressant. Dans un texte publié il y a 2 semaines dans la presse, vous racontez comment cet agenda a été bousculé par la pandémie de COVID-19. Alors, j'aimerais, en guise d'introduction, que vous commenciez par nous parler un peu de la vie d'un ministre des Affaires étrangères qui arrive dans un monde stable, dans une économie prospère et qui se retrouve face à la plus grande crise sanitaire, économique et peut-être, vous nous l'apprendrez, diplomatique du 21e siècle. D'abord, M. Mérand, merci de m'avoir invité. Je veux saluer vos étudiants, vos étudiantes. Ça me fait grand plaisir d'être de retour à la maison, hein, d'une certaine façon avec vous, de façon virtuelle, dans ce rendez-vous diplomatique virtuel. Écoutez, pour moi, la réalité, c'est quand le monde s'est mis sur pause, nous, on est allé en mode accéléré. Dans les dernières semaines, vous avez vu, le Canada a conduit la plus grande opération de rapatriement de Canadiens, de voyageurs canadiens à l'étranger en temps de paix. De par son volume et sa complexité, je vous dirais que ça a été, à date, on a pu ramener à peu près 20 000 Canadiens sur à peu près 180 vols dans environ 80 pays. On a su ramener plus de 6 000 Canadiens qui étaient sur des navires à l'étranger. À l'époque, on suivait 115 navires. Donc, ça a été une opération incroyable. Je vous dirais, M. Mérand, on a transformé le ministère des Affaires étrangères en un grand département consulaire parce qu'on savait que les Canadiens à l'étranger avaient besoin de nous. Ils avaient besoin de nous pour revenir à la maison parce que plusieurs se sont trouvés dans des situations difficiles sans leur faute. Je vous dirais, on a fait face à des fermetures d'espaces aériens, on a fait face à des fermetures d'aéroports, on a fait face à des fermetures de frontières, on a fait face à certains pays qui ont imposé la loi martiale. Alors, c'était d'une complexité sans précédent, ce qui va nous faire réfléchir, je vous dirais, dans un monde post-COVID, quels seront les services consulaires dans un monde après le COVID? Parce que vous savez, il y avait, avant le début de la crise, on a toujours environ 3 millions de Canadiens ou Canadiennes à l'étranger. On en avait environ 400 000 qui étaient enregistrés sur notre base de données. Et quand on a dû commencer cette grande opération de rapatriement, vous savez, ça a commencé d'abord à Wuhan, où c'était une opération, je vous dirais, toute somme peut être complexe, mais assez ciblée. Ensuite de ça, vous vous rappellerez, on a eu Diamond Princess au Japon, où plusieurs Canadiens et Canadiennes se sont retrouvés dans des établissements hospitaliers au Japon.
on avait une cinquantaine de personnes d'environ 27 hôpitaux. Donc, je vous dirais que ça a été d'une complexité sans précédent, mais je suis content de dire aujourd'hui à vous, aux étudiants, que cette opération-là, elle est largement complétée. Il y aura toujours des Canadiens et des Canadiennes à l'étranger. Je pense que d'entrée de jeu, on a dû l'admettre, le premier ministre et moi, que malgré tous les efforts du Canada, force est de constater qu'il y aura encore des gens qui, malheureusement, ne pourraient pas revenir chez nous et qu'on devrait leur fournir toute l'assistance consulaire nécessaire où ils se trouvent. Mais c'était la première fois, je pense, dans l'histoire qu'un ministre des Affaires étrangères négociait des droits d'atterrissage par texto, négociait des ouvertures d'espace aérien, je pense avec nos collègues marocains en particulier. Il y a des choses qui sont faites qui étaient sans précédent et merci que j'ai eu la chance d'avoir été ministre des Affaires étrangères 4 mois avant la crise. Ça m'a permis de récolter plusieurs numéros de téléphone cellulaire qui ont été très utiles pour rapatrier tous ces gens-là chez nous. Parlez-nous déjà un petit peu de la vie de diplomate en visioconférence. Est-ce que c'est très différent de ce que vous aviez connu dans les premiers mois de votre mandat? À quoi ça ressemble? Ben moi, je vous dirais que j'adore parce que ça permet de rejoindre des gens qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité de faire. Moi, j'ai l'impression que ça nous permet de faire plus sans aller loin. On est capable de se retrouver, on est 38 présentement virtuellement, d'avoir des échanges assez informels. Je vous dirais, hier, c'était une première. On a eu pour la première fois dans l'histoire du Canada un Parlement virtuel. Il y avait certaines inquiétudes au niveau de la technologie, au niveau de la précédence de parole, comment tout ça, ça se déroulerait. Mais finalement, on s'est tous et toutes rendu compte que ça fonctionne très bien. Évidemment, ça ne peut pas remplacer les échanges en personne, mais dans un temps de crise sans précédent comme celui-là, je pense que ça permet à notre démocratie de rester vive, de rester, nous, comme élus, redevables aux citoyens et citoyennes. Alors moi, je vous dirais que ça permet des choses ça a permis d'accélérer des choses, M. Méran, qu'on voulait envisager, mais je pense qu'en temps de crise, ça nous a permis d'accélérer certaines choses et tant mieux si aujourd'hui on est capable de faire plus. Je vais vous poser des questions un petit peu plus importantes dans un instant, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous demander à quoi ça ressemble les discussions de couloir. Parce que quand les étudiants et les étudiantes font des simulations, par exemple, des Nations unies, il y a des discussions de couloir qui sont très importantes, les échanges informels. Comment ça fonctionne maintenant? Est-ce que c'est par téléphone? Je vous dirais, M. Méran, ça va faire probablement le plaisir de vos étudiants et étudiantes. C'est beaucoup par texto, croyez-le ou non. Vous savez, à mon époque, on avait un Rolodex. Mais maintenant, on va dans nos contacts sur nos iPhones. Et heureusement, j'avais une bonne banque de contacts déjà qui permet de faire des choses. Je vous donne un exemple très, puis ça, c'est vraiment, comment on dirait, d'arrière-scène, mais je vous donne un peu un exemple. Au Pérou, lorsque le Pérou a décidé de fermer ses frontières, lorsque même la loi martiale est imposée, on devait rapatrier environ 3 000 à 4 000 Canadiens et Canadiennes qui étaient pris au Pérou. Et croyez-le ou non, et je l'ai gardé pour l'histoire, ça ira probablement dans un chapitre d'un livre un jour, mais j'ai su négocier les droits d'atterrissage par texto. Et je l'ai gardé parce qu'il y avait même des erreurs topographiques dans le message et je voulais que l'histoire se rappelle que tout n'était pas parfait, mais que la technologie nous a permis de faire des choses. Écoutez, dans le monde diplomatique, peu de gens auraient pensé qu'on pouvait se rassembler, que je parle à mon homologue indien par texto, que j'arrive à développer des partenariats nouveaux, que les collègues du Brésil, par exemple, on se parle à toutes les semaines. Il y a des choses, il y a des nouvelles alliances qui se sont formées, M. Méran. Et ça, je pense que ça en dit long sur la nature humaine, sur la diplomatie au 21e siècle. Les gens veulent des choses plus rapides, plus efficaces et plus concrètes. Je pense qu'on est loin des grandes déclarations. Comme ministre des Affaires étrangères, j'ai parlé à des dirigeants d'entreprises, des dirigeants de compagnies aériennes. J'ai parlé à des responsables pour la coordination aérienne, des choses qu'on ne fait pas habituellement, mais que la crise nous a amené à faire, et tant mieux parce que ça a vraiment permis de faire la différence dans certains cas. On va venir justement à la question de ces nouvelles alliances dans quelques instants, mais peut-être une dernière question sur le fonctionnement du ministère. Est-ce que vous avez l'impression que ce rôle de coordination qui touche des enjeux sur lesquels peut-être les ministères des Affaires étrangères ont été moins souvent en pointe, vous avez mentionné par exemple le transport aérien,
Ça va être transformé durablement et aussi, je pensais aux affaires consulaires dont vous avez parlé. Ça a souvent été considéré un peu comme le parent pauvre de la diplomatie. Est-ce que vous pensez que les gens ont réalisé que cette fonction-là était plus importante qu'on ne le croyait et est-ce que ça va durer? Ah ben c'est clair on s'est découvert des nouvelles habilités où on les a développées au fur et à mesure, M. Méran, parce que je vous donne un exemple. Dans le cœur de la crise, on avait 600 personnes qui travaillaient sur des chiffres de 24 heures, 7 jours, donc 3 chiffres par jour pendant la crise pour répondre aux appels. Pendant 2 semaines, je pense les 2 semaines les plus importantes de la crise, on a reçu 58 000 appels. Alors, ça vous donne un peu l'idée de l'ampleur. Il y a des jours où on recevait environ 10 000 appels, 15 000 messages email. Ça vous donne un peu l'ampleur de la crise. Et en moment de crise, vous avez raison, les diplomates de partout dans notre ministère, les gens sont venus prêter main forte. Et ça montre qu'en temps de crise, je vous dirais, M. Méran, les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger s'attendent du Canada. Les attentes sont hautes. C'est sûr que lorsqu'on aura la chance de penser quels seront les services consulaires du 21e siècle post-COVID, on devra voir. On a vu, par exemple, le rôle essentiel des consuls honoraires. On a vu, par exemple, que c'était important pour nos diplomates de développer des relations qui existaient ou à bâtir avec les autorités portuaires, les autorités aéroportuaires, de développer des relations aussi à tous les niveaux parce que c'est sûr qu'en gouvernement, avec les maires, avec les gouverneurs, avec les dirigeants politiques, il y a toujours cette volonté d'aider. Mais cette volonté se traduit par des actions concrètes par nos diplomates à travers le monde et ici à Ottawa. Et souvent à des niveaux où j'ai plein d'histoires où on me disait que c'est vraiment des officiers consulaires juniors qui ont réussi, par exemple, à faire la différence pour permettre à des Canadiens de pouvoir transiter par certains aéroports, de permettre d'avoir des navires d'accoster dans certains ports. Alors, je pense que toute tâche connexe dans le contrat de tous ceux qui rêvent d'être diplomates, rappelez-vous 2020, parce qu'en 2020, ces gens-là, ceux qui faisaient d'autres aspects évidemment de la politique étrangère, se sont roulés les manches. Et rappelons-nous que peut-être, vous savez, le monde a vécu quand même une période de 75 ans assez inédite où il n'y avait pas de crise mondiale. Maintenant, vous avez une crise, que vous soyez à Shanghai ou à Shawinigan, que vous soyez premier ministre du Royaume-Uni ou préposé aux bénéficiaires à Montréal, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Le risque est pour tout le monde. Ce virus-là, évidemment, ne connaît pas de frontières. Alors, je pense que ça ramène tout le monde. L'importance aussi que les enjeux d'aujourd'hui, les grands enjeux dont on doit se préoccuper, sont des enjeux planétaires, le changement climatique, les pandémies. Alors, on devra repenser un monde ensemble. Et je pense que les étudiants, les étudiantes peuvent jouer un rôle certainement avec nos universitaires. Comment on peut mieux bâtir, comment on peut bâtir plus vert, comment on peut redéfinir cette société-là post-COVID qui certainement les citoyens et les citoyennes, non seulement chez nous au Québec, au Canada, mais à travers le monde, auront d'autres préoccupations qu'avant le COVID. Je pense qu'il y a une réalisation que malgré qu'on soit dans une société libre et démocratique chez nous, la paix, l'ordre et le bon gouvernement qui qualifie un peu notre système démocratique chez nous, qu'il y a des éléments comme ça extérieurs qui viennent mettre à risque la vie des gens. Et là, tout ce phénomène-là, j'allais dire, de cette conscientisation qu'on a besoin de travailler ensemble pour combattre ces grands phénomènes-là, que ce soit des pandémies ou même travailler ensemble sur les changements climatiques. Mais justement, je voudrais aborder maintenant peut-être des enjeux graves posés par la crise. Je pense que nous avons tous et toutes été consternés par la guéguerre que semblent se livrer les États-Unis et la Chine depuis le début de la pandémie. Vous avez dû l'observer de près. Avons-nous raison d'être inquiets? Comment vous avez abordé cette absence de leadership mondial, mais aussi cette rivalité croissante à laquelle semblent se livrer les deux principales puissances de la planète? Deux choses. D'abord, avec nos partenaires américains, vous savez, on est des alliés, des partenaires, des amis. Hein? La relation, elle est très étroite entre le Canada et les États-Unis. On parle de 2 milliards d'échanges commerciaux par jour. Mais parfois, il faut rappeler à nos amis américains l'importance de ce partenariat-là. Moi, je pense, par exemple, quand il y a eu certains enjeux sur la vente et le transfert d'équipements médicaux, il faut à l'occasion rappeler à nos partenaires américains
l'importance, dans ce cas-là, de garder les chaînes d'approvisionnement ouvertes. Vous savez, les chaînes d'approvisionnement sont intégrées entre le Canada et les États-Unis depuis déjà plusieurs décennies. Alors, je me rappellerai d'un appel particulier avec mon homologue américain où je lui disais, écoutez, il faut se rappeler qu'en 2019, le Canada avait exporté déjà pour plusieurs milliards de dollars d'équipements médicaux aux États-Unis, qu'on a plusieurs milliers de gens dans le domaine de la santé qui traversent la frontière entre Windsor et Détroit tous les jours, et même plusieurs Québécois et Québécoises qui, eux, travaillent dans le domaine de la santé dans l'État de New York. Alors, il faut habituellement, à certaines occasions comme ceux-là, de rappeler à nos partenaires américains l'importance de cette frontière-là. C'est pour ça qu'on a pris une décision commune quand on a décidé de fermer la frontière, parce que c'était dans l'intérêt mutuel des deux États pour enrayer la propagation, évidemment, du coronavirus. Pour ce qui est de la Chine, évidemment, c'est une relation qui est multidimensionnelle, qui est complexe, je l'ai déjà dit. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec mon homologue chinois. Vous savez, ce qui préoccupe beaucoup les Canadiens et les Canadiennes, ce qui me préoccupe moi personnellement, ce qui est l'enjeu numéro un dans notre relation, évidemment, c'est le fait qu'on a Michael Kovrig et Michael Spavor qui sont maintenant détenus depuis plus de 500 jours de façon arbitraire en Chine. C'est 500 jours de trop, bien évidemment. Alors, à chaque fois que j'ai la chance de parler avec mon homologue, et je vous dirais quand même que on a eu des échanges quasiment tous les mois et demi depuis le début de mon mandat. Ça me permet de mettre en évidence cette question-là, qui est l'enjeu numéro un pour nous, c'est la libération immédiate de Michael Kovrig, Michael Spavor, et demander aussi la clémence pour M. Schallenberg. La deuxième chose, ça a été de demander aux autorités chinoises de faire preuve de transparence, de partager l'information, parce qu'évidemment, en moment de crise sanitaire comme celle-là, il faut partager l'information. Et troisièmement, ça a été de m'assurer d'obtenir des garanties de la part des autorités chinoises que le Canada aurait, dans ses approvisionnements de matériel médical nécessaire, aurait des assurances au niveau de la qualité aussi des quantités de ces produits-là qui viennent de Chine. Alors, c'est un monde particulier, je vous dirais, M. Méran, mais le Canada a su maintenir pendant cette crise-là, encore aujourd'hui, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est au début de la première phase, des relations diplomatiques avec les grands joueurs de ce monde pour s'assurer, évidemment, que la voix du Canada est entendue, mais aussi que les intérêts du Canada sont défendus et sont mis de l'avant avec les grands partenaires internationaux. Alors là, vous avez parlé de la relation entre le Canada, la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis d'une part et entre le Canada et la Chine d'autre part. Il y a beaucoup de politologues qui parlent d'un monde qui serait multipolaire, mais sans multilatéralisme. Ce serait le monde qui se dessinerait devant nous. Est-ce que vous partagez cette analyse et que peut faire le Canada pour renforcer la coopération internationale multilatérale dans un contexte de repli national quasi généralisé? Moi, je vous dirais plusieurs choses là-dessus, M. Méran. D'abord, je pense que le Canada a fait preuve de leadership. Je vous donne un exemple très, très concret. Durant cette crise-là, dès le début, alors, une initiative personnelle, moi, j'avais décidé justement d'aller dans ma banque de contacts, ma fameuse banque de contacts dans mon téléphone, et de voir un certain nombre de collègues, un sous-groupe, dans le fond, des pays du G20, en leur demandant s'ils accepteraient qu'on se parle à l'occasion pour partager des meilleures pratiques, partager aussi des enseignements, parce que vous savez, le Canada, il y a des pays qui ont eu la crise du COVID avant nous, donc ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé ailleurs. Je prends par exemple le cas de la Corée du Sud, qui nous a permis de se renseigner à plusieurs égards. Et de cette idée-là, un peu embryonnaire, M. Méran, c'est devenu ce qu'on a appelé le groupe de coordination du COVID des ministres des Affaires étrangères, un sous-groupe du G20. Donc, vous avez des pays, par exemple, le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, vous avez l'Australie, la Turquie. Alors, le Canada a réussi à mettre en place, et hier, justement, avant-hier, on a eu notre 7e rencontre, que je dirais hebdomadaire ou quasi hebdomadaire. Et pour moi, ça, c'est une belle réalisation où, dans un temps de crise, non seulement les alliances traditionnelles ont leur place, mais même dans cette alliance-là, il y a des pays comme le Maroc, comme le Pérou, parce qu'on avait
on était confronté, plusieurs pays, dans le rapatriement avec des enjeux au Pérou. Alors moi, je les avais invités. Et là, vous avez vu, il y a même de ça une déclaration qui est sortie sur les chaînes d'approvisionnement, sur le transit. Alors, dans ce groupe-là, ce qu'on a parlé ou ce qu'on a mis en lumière, c'était la nécessité de garder les chaînes d'approvisionnement ouvertes, c'était la nécessité d'avoir ces fameux ponts aériens-là, qui est une initiative, je dirais, un peu canadienne ou même toute canadienne, c'est-à-dire que moi, j'avais vu que durant la Deuxième Guerre mondiale, un des enjeux qui me préoccupait, c'est avec le transport aérien qui se réduisait à sa plus simple expression, qu'on devrait garder des ponts aériens pour permettre le voyage, j'allais dire, de gens qui ont des rôles essentiels entre le Canada, par exemple, et l'Europe, et même aussi pour les fournitures médicales de pouvoir transiter. Et ça, de cette initiative-là canadienne, je vous dirais, M. Méran, qui aurait dit avant la crise que le Canada parlerait de façon quasi hebdomadaire avec des acteurs comme le Brésil, la Turquie, je vous dirais l'Afrique du Sud. Et là, le Canada est un peu ce pays-là qui a rassemblé tout le monde. Et de ça, des actions concrètes en sont sorties. Je vous rappelle cette déclaration-là. Il y en a eu une entre le Canada et l'Union européenne, mais que le Canada puisse échanger de ces grandes questions-là et soit ce rassembleur-là, comme on l'a déjà été dans d'autres moments de l'histoire où le monde avait besoin de se rassembler. Ben moi, c'est un exemple parmi d'autres qui fait que des pays comme le Canada ont pu démontrer du leadership en temps de crise. Et je vous dirais, l'anecdote, c'est que maintenant, il y a plus de pays qui veulent se joindre, mais comme on garde l'appel à 1 heure, ben, on est obligé de restreindre un peu cette participation-là. Mais c'est devenu un peu le rendez-vous hebdomadaire. La preuve, c'est qu'on publie même un genre de compte-rendu parce que d'autres pays veulent savoir ce qui s'est discuté, comment ils peuvent aussi contribuer de façon indirecte. Alors, c'est un des exemples, M. Méran, où des initiatives nationales, même des initiatives personnelles, peuvent permettre de coordonner des actions et de donner aussi une voix à certains pays qui, peut-être de façon traditionnelle, n'avaient pas l'occasion de se parler aussi souvent. C'est intéressant parce que vous mentionnez le Brésil, la Turquie, qui actuellement n'ont pas des gouvernements avec lesquels le Canada a des affinités particulières. Vous parlez aussi de votre usage du texto et du téléphone et on a presque l'impression que la gouvernance que vous décrivez, c'est une gouvernance qui est plus informelle, qui contourne dans une certaine mesure les leaders politiques et les organisations internationales formelles comme l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on va voir davantage de ce type de gouvernance dans les années à venir ou est-ce qu'on doit quand même à un certain moment se retourner vers les organisations internationales qui avaient fondé le multilatéralisme depuis la Deuxième Guerre mondiale? Ben oui, je vous dis, M. Méran, vous avez tout à fait raison. Ce n'est que complémentaire. Et ça a été fait dans un espace où, du moins au niveau des ministres des Affaires étrangères, on sentait ce besoin-là de se parler plus régulièrement. Parce que vous le savez, vous êtes un expert de cette diplomatie-là mondiale. Traditionnellement, quand les ministres des Affaires étrangères veulent se parler, ça passe par les ambassades, ça s'organise. J'oserais dire, parce qu'on m'appelle souvent le ministre impatient, c'est un peu long. Alors, quand on a des gens qui sont pris, par exemple, au Pérou, ou quand on a des gens qui veulent sortir du Maroc, on n'a pas le temps d'envoyer une note diplomatique et d'attendre 3 jours pour avoir un appel. Il faut que les choses se règlent parmi les ministres des Affaires étrangères et évidemment, toute la machine diplomatique, mais quand on arrive à s'entendre, ça permet de faire débloquer des choses, même avec des compagnies aériennes. Par contre, je vous dirais qu'il faut se rappeler toute l'importance du multilatéralisme parce que moi, je dis souvent, les réponses ont été domestiques, c'est-à-dire que l'État-nation est devenu le point de référence pour les citoyens et les citoyennes en termes de réponse à cette crise-là. Par contre, moi, je dirais, cette réponse-là domestique, elle a été guidée à bien des égards par les organisations internationales. Si vous regardez, par exemple, au niveau de la santé, le Canada a fait référence souvent à ce que l'Organisation mondiale de la santé faisait au niveau de la science, au niveau des données. Si vous regardez au niveau économique, il y a eu des réunions des ministres des Affaires, des Finances du G7, du G20, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, où on a mis les ressources ensemble pour aider les pays les plus vulnérables, pour éviter qu'une crise sanitaire devienne une crise humanitaire. On aura la chance d'en reparler. Et aussi, on le voit au niveau des données avec l'OCDE, quand on parle de la reprise, de la relance économique, de la réouverture des économies, bien évidemment, on se fonde aussi sur des données. On regarde ce qui se fait dans des pays d'Europe, on regarde ce qui se fait en Asie, on regarde ce qui se fait dans d'autres démocraties libérales. Alors moi, je pense que
plus que jamais, le multilatéralisme a sa place. Moi, ce que je prône, c'est que pour faire fonctionner ce multilatéralisme-là, il y a aussi besoin de coordination efficace, rapide, je dirais même informelle, qui nous a permis, en temps de crise, vous savez, M. Méran, il faut se réinventer. En temps de crise, on ne peut pas continuer de faire les choses de la même façon. Je vous dirais, si vous parlez à des jeunes diplomates chez nous ou même des diplomates de carrière, vous direz que ce qu'ils ont été amenés à faire durant cette crise-là, c'est sans précédent. C'est sans précédent parce que les contraintes auxquelles on faisait face, le volume et la rapidité auxquelles tout ça venait nous frapper, nous a forcé, même nous, on parle de distanciation sociale, il a fallu même si les étudiants avaient la chance de faire un tour virtuel, ils verraient que, moi je vous parle dans mon bureau, mais sur cet étage-là, maintenant, il n'y a quasiment plus personne. Il a fallu faire des salles de conférence dans notre librairie, il a fallu trouver des nouveaux moyens de travailler pour aider ceux qui en avaient besoin, parce que nous, on est aussi de première ligne. Quand vous êtes à l'étranger et que le seul numéro que vous avez, c'est notre centre d'urgence qui vous répond, bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Alors, il a fallu se réinventer. Et moi, je pense que de ça, M. Méran, il y a des belles initiatives qui vont sortir. On aura la chance d'en reparler. Je pense qu'on fera une grande conférence mondiale sur les services consulaires du 21e siècle. Qu'est-ce que les citoyens peuvent s'attendre? Qu'est-ce qu'on est en mesure de donner? On a fait des partenariats, par exemple, avec la Croix-Rouge. Je me rappelle quand c'était le cas du Diamond Princess. Alors, des choses un peu inédites, mais des choses qui étaient nécessaires dans les circonstances. Alors, si vous le permettez, je voudrais aborder des questions encore plus graves que les précédentes. Le ministère des Affaires étrangères s'occupe évidemment de politique mondiale, s'occupe d'affaires consulaires, mais aussi de sécurité internationale et de développement international. Or, la pandémie aura des conséquences absolument catastrophiques dans les pays les plus pauvres de la planète, mais aussi dans les pays, et ce sont souvent les mêmes, dont les États sont fragiles, qui ne pourront pas assurer les services publics, les systèmes de santé sont faibles, la relance économique sera encore plus difficile dans ces pays qui ne pourront pas emprunter, et on ne peut pas écarter que dans un certain nombre de régions, des conflits ressurgissent à la faveur de cette crise. Alors, comment est-ce que vous, comme ministre des Affaires étrangères du Canada, vous envisagez à la fois la question du développement international et celle de la sécurité internationale pendant et dans les années qui vont suivre la crise actuelle? Ben, deux choses me viennent en tête. D'abord, pour nous, ça a été dès le départ de mettre en évidence la situation des pays les plus vulnérables. Parce que vous le dites bien, M. Méran, plusieurs pays se sont retrouvés, vont se retrouver, parce qu'on pense que la crise présentement, si on connaît peut-être, j'allais dire, dans l'état où on est aujourd'hui, on est peut-être arrivé dans les chiffres les plus importants, mais on va voir plutôt au mois de mai et juin ce qui va arriver dans certains autres pays. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie du Sud-Est. Ici, on est peut-être arrivé au climax. On est en train de voir certains facteurs qui nous portent à croire que les mesures qu'on a prises commencent à prendre effet. Mais une des choses, ça a été de mettre les pays les plus vulnérables en évidence. Et moi, je vous dis, une des choses que je fais le plus, M. Méran, c'est d'amplifier la voix de ces États-là. Parce que, vous savez, le Canada a une opportunité unique de pouvoir siéger, je les appelle souvent les grandes tables, évidemment les Nations unies, mais le G7, le G20, l'OTAN, la francophonie, le Commonwealth. Alors, nous, on a la chance de faire partie de ces tables-là de discussion, de mettre de l'avant nos enjeux, nos propositions. Mais je vous donne un exemple très précis. Durant cette crise-là, j'ai parlé à plusieurs dirigeants des pays des Caraïbes. Vous savez, si vous êtes un État des Caraïbes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, M. Méran, vous vivez une double crise. Vous vivez une crise sanitaire certaine, mais vous êtes en pleine crise économique parce que plusieurs de ces économies-là étaient mono-industrielles, j'allais dire, c'est-à-dire c'était l'industrie touristique qui faisait largement l'entrée de devises étrangères. Alors, imaginez si vous êtes un État du CARICOM, des pays des Caraïbes aujourd'hui, vous n'avez pas de rentrée de devises étrangères, mais vous devez vous procurer avec ces devises étrangères-là, parce que vous n'avez pas de fabrication domestique à grande échelle, pour l'équipement médical nécessaire pour faire face à cette crise-là. Et vous avez besoin de devises étrangères pour acheter l'énergie, pour pouvoir évidemment transporter ces matières-là, que ce soit au niveau même alimentaire. Alors là, vous faites face à une crise sans précédent que le monde n'a pas vue, je pense, depuis 75 ans. Et je pense qu'on pourrait même retourner plus loin parce que
même durant la crise du 11 septembre, même durant les grandes guerres, il y avait quand même des endroits où c'était plus intense. Mais là, maintenant, cette crise-là, elle est généralisée. Que vous soyez dans une île des Caraïbes ou que vous soyez au Canada ou en Inde, vous vivez présentement des circonstances qui sont similaires en termes du risque à la population. Alors, le Canada s'est fait un peu cette voie-là. Moi, avant la crise, j'avais eu la chance de pouvoir représenter le premier ministre du Canada à la rencontre des chefs d'État du CARICOM, par exemple. Et je m'étais engagé envers eux à être un peu cette voie-là pour que leurs enjeux à eux continuent d'être sur la table, évidemment, et qu'on prenne des mesures concrètes pour pouvoir les aider. C'est ce que le Canada fait en ayant vraiment, certainement au niveau des pays des Caraïbes, parce que c'est très près de chez nous, mais aussi à travers le monde, parce qu'on est très conscient. Vous savez, un des derniers voyages que j'ai fait avant la crise, c'était en Afrique, très conscient que là-bas, on vit une crise de sécurité, une crise de stabilité. Et on sait que les femmes et les jeunes filles vont vivre aussi encore plus de détresse parce qu'on sait que cette crise-là s'accompagne avec de l'insécurité, non seulement physique, on a parlé de la violence conjugale, mais de l'insécurité économique, parce qu'on sait que c'était difficile déjà pour les jeunes entrepreneurs d'avoir accès au crédit. Imaginez maintenant, en pleine crise du COVID, comment ça va être difficile d'avoir accès au crédit pour certaines jeunes entrepreneurs. Alors, tout ça, ça fait partie de notre réflexion, comment le Canada peut avoir un impact positif dans le monde. Alors, je ne veux pas vous monopoliser, pardon, mais je vais vous poser une dernière question avant d'ouvrir la période d'échange avec les participants et les participantes. Ça peut paraître un peu étroit d'esprit par rapport à tout ce que nous avons déjà discuté, mais le Canada, c'est aussi votre rôle est toujours en campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Comment mène-t-on une campagne dans un monde confiné? Où en est-on? Bon, on fait les choses différemment. Si la question c'est est-ce que le Canada veut toujours avoir un siège au sein du Conseil de sécurité, la réponse est absolument oui. Maintenant, il faut faire les choses différemment. Moi, je pense qu'en temps de crise, ce n'est pas le temps de faire campagne, c'est le temps de démontrer du leadership. Et du leadership, un leadership positif, un leadership ouvert, un leadership constructif. Vous savez, suite à cette crise-là, il y aura des nouvelles alliances qui vont se former. Moi, je pense qu'il y a des pays qui vont repenser leur chaîne d'approvisionnement, autant au niveau alimentaire, au niveau des biens essentiels. Et le Canada s'est démontré comme un partenaire fiable, un partenaire ouvert, un partenaire même stratégique. Moi, je vous disais, il y a des pays, M. Méran, qui m'ont interpellé en me disant, M. Champagne, on a vu dans cette crise-là qui pouvait être un allié. Alors, nous, suite à la crise, que ce soit même au niveau alimentaire, M. Méran, il y a des pays qui sont venus me voir, qui m'ont dit, nous, suite à cette crise-là, on voudrait développer des nouveaux partenariats parce qu'on sait que c'est une crise sanitaire, mais beaucoup de pays risquent de faire face à une crise alimentaire. Hein, on a entendu parler de ça. Alors, il y a beaucoup de pays qui commencent à repenser les alliances du futur. Et moi, je pense que le Canada, au sein du Conseil de sécurité, on l'a démontré, je pense, même avant la crise. Rappelez-vous, quand le régime iranien avait attaqué cet avion-là civil, où on avait la grande majorité des victimes étaient canadiennes, à part les victimes iraniennes. Le Canada a créé ce groupe-là de coordination et de réponse. C'est devenu l'entité qui parle d'une seule voix face à la tragédie du PS 752. Alors, à plusieurs égards, dans les crises, on dirait que le Canada s'est retrouvé à jouer un rôle de pivot, un rôle de rassembleur, et je pense avec des idées novatrices quand on parle des pays plus vulnérables, quand on parle, par exemple, de notre politique étrangère féministe. Il y a beaucoup de thèmes dans ce qu'on est en train de faire, M. Méran, qui rassemblent. Et le monde post-COVID, ce serait un monde qui va regarder évidemment la réponse domestique, mais qui a aussi, je pense, une prise de conscience que les grands enjeux auxquels nous faisons face et la prochaine génération fera face seront des enjeux planétaires et on a besoin d'acteurs positifs, stratégiques, constructifs autour de la table. Et certainement, je pense que le Canada en est un. Merci, Monsieur le ministre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer à la période d'échange dans notre séminaire virtuel. Alors, j'ai déjà une première question qui va être posée par Iyad. J'invite tout le monde à poser des questions brèves et à éviter les discours de manière à maximiser les 30 minutes que nous avons devant nous. Iyad, la parole est à vous. Oui, donc bonjour Monsieur le ministre, merci pour votre entretien. Donc, je vais y aller comme suit. Bon, vous êtes ministre des Affaires étrangères
Et donc, ma question interroge un peu vos deux mandats. Vous êtes à la fois ministre, mais vous êtes aussi député. Puis, on sait très bien que le travail de comté, le travail de député est très important. Et ma question est la suivante. Comment vous faites pour à la fois composer avec un mandat qui est international, mais aussi qui est local, au plus près des gens? Comment vous faites pour concilier ces deux emplois qui, a priori, sont très opposés? Donc, comment vous faites pour concilier les deux mandats? D'abord, merci Yad pour la question. Ça fait plaisir de se revoir. La dernière fois, c'était à Ottawa, puis j'espère que quand le Parlement sera réouvert, on aura cette chance-là. Je suis d'abord député avant d'être ministre. Hein? Ça, c'est le bon ordre, parce que s'il y en a une ou un d'entre vous qui pense qu'on devient ministre avant d'être député, je vous dis tout de suite, on est député avant d'être ministre, parce que ça commence là. Évidemment, c'est là où les gens nous ont élus. Mais je vais vous donner deux exemples où on est capable de concilier les deux. Une des choses qui est survenue dès le départ, c'était quand on cherchait à s'approvisionner, on disait, bon, évidemment, on a des approvisionnements qui viennent de la Chine. Moi, j'avais prôné aussi la diversification en parlant des chefs d'entreprise en Europe, particulièrement en Allemagne, en Suisse, pour voir comment on pouvait s'approvisionner, mais aussi la production domestique. Et là, je viens à l'exemple où on est capable de combiner les deux. Quand j'ai eu la chance de parler, puis là, ça fera peut-être partie aussi d'un chapitre dans le livre, j'ai parlé au président du CAE à Montréal en lui disant, écoute, CAE avait une division médicale qui a maintenant décidé de faire ces fameux respirateurs. Alors moi, je lui ai dit, écoute, ça serait bien, on est content que vous le fassiez, mais il faudrait aussi comment on est capable d'accélérer et de bonifier votre production. Et là, je me suis permis de dire, bien, pourquoi vous ne pensez pas à des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs qui font déjà partie de votre chaîne d'approvisionnement, parce que vous savez, la région d'où je viens est très impliquée dans les énergies vertes, mais aussi dans ce qui est aéronautique. Alors, ça m'a permis de mettre en contact, par exemple, un président d'entreprise qui va fabriquer des ventilateurs, mais avec des entrepreneurs locaux pour dire, nous, on est capable d'aider à accélérer cette production-là. Et tant mieux parce que dans cette pandémie-là, ce qu'on a eu, évidemment, il a fallu se retourner souvent vers de la grande entreprise parce qu'on avait besoin de volume rapidement, mais il faut penser aux PME, au cœur du Québec, à nos régions, que tout le monde puisse participer, j'allais dire, à cet effort-là pour permettre de produire plus rapidement. Deuxième chose, c'est les gens qui m'ont interpellé. Vous seriez surpris de voir, Yad, le nombre de gens qui m'ont interpellé par les médias sociaux, par les médias traditionnels en me disant « Je viens de telle région, qu'est-ce que vous faites pour moi? Je suis pris au Maroc, je suis pris en Thaïlande, je suis pris présentement, il y en avait un récemment en Inde. » Eh bien, ça m'a permis aussi de combiner mes deux rôles, c'est-à-dire que c'est mes commettants. Comme n'importe quel député, quand les commettants m'appellent, bien, je les rappelle. Et dans ce cas-là, bien, évidemment, étant ministre des Affaires étrangères, ça m'a permis de les mettre en contact avec nos missions et de leur fournir l'aide consulaire dont ils avaient besoin. Alors, souvent, même si on a un rôle international, tu sais, moi, je pense qu'il faut avoir une pensée globale, mais il faut agir localement. Parce que les gens s'attendent d'abord et avant tout d'avoir un député. Et j'essaie de le combiner. Évidemment, mon comté étant aussi grand que la Belgique, ce n'est pas aussi simple en temps de pandémie parce que c'est 7 heures nord-sud, donc 37 000 km² de territoire. Plutôt difficile en temps de COVID, mais évidemment, dans le virtuel, on est capable de faire des choses. Mais c'est une question fondamentale. Il faut se rappeler que d'abord et avant tout, on est là pour servir les gens de chez nous, nos citoyens, nos commettants, qui eux aussi ont des besoins, qui vivent toutes sortes d'enjeux. Moi, je l'ai dit, M. Méran, s'il y avait une chose à réfléchir, c'est toutes les régions, les PME, la connectivité. Vous savez, moi, je viens d'une région où des gens sont en confinement, mais il y a encore des gens aujourd'hui, croyez-le ou non, qui n'ont pas accès à l'Internet ni à la téléphonie cellulaire. Alors, ça met en évidence le devoir qu'on a, nous, comme gouvernement, d'investir en infrastructure, d'investir en connectivité pour être sûr que tout le monde, même durant les périodes de confinement, puisse faire, par exemple, du télétravail, de la télémédecine, de la télééducation. Et je pense que ça sera peut-être un nouveau modèle où les gens feront plus à partir de la maison et il faut leur donner les outils pour être capable de le faire. Merci, nous prenons note. Je donne maintenant la parole à Jamal. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention pertinente et intéressante. Et je vais aller tout de suite à ma question. Et donc, je suis professeur invité à l'Université de Montréal et je vais rester dans mon domaine d'expertise, si vous voulez. Je suis spécialiste dans le golf, les pays de golf.
Vous avez parlé des relations entre le Canada, la Chine, le Canada et les États-Unis. Et même quand vous avez mentionné quelques pays qui font partie de G20, comme l'Indonésie, la Turquie et le Brésil, vous n'avez pas du tout mentionné l'Arabie saoudite, qui est actuellement qui prend la présidence, si vous voulez, de groupe G20 pour cette année. Est-ce qu'il s'agit des relations assez fragiles actuellement entre le Canada et l'Arabie saoudite, notamment après l'affaire de la jeune fille saoudienne Rahaf Al-Qurun qui est venue au Canada il y a un an et demi presque, et que le Canada aussi reçoit quelques opposants saoudiens sur son territoire, comme Omar Abdelaziz, qui est l'un des amis très proches de Jamal Khashoggi, le journaliste qui était assassiné au consulat. Où on est concernant ces relations entre le Canada et l'Arabie saoudite? Merci. Bien, merci, professeur, pour votre question. D'abord, c'est un grand plaisir de faire votre connaissance virtuelle, puis ça me fera plaisir d'avoir la chance. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas mentionné nos collègues du Golfe parce que quand on a fait ce groupe-là, vous comprendrez, puis je vous dis, là, c'est un peu comme, je vous donne un peu comment le film a été fait. Quand on a créé ce groupe-là, il fallait se donner un cadre, c'est-à-dire que plusieurs pays voulaient en faire partie, donc on s'est créé un genre de sous-groupe du G20. Sans aucune prétention, parce que c'était des gens que j'avais dans mes contacts. Vous avez raison que l'Arabie saoudite n'en fait pas partie, parce que l'Arabie saoudite ayant la présidence du G20, eux, ils ont d'autres forums, évidemment. Il y a eu, comme vous savez, un forum des ministres des Affaires étrangères du G20, excusez-moi, des Finances. On n'a pas encore eu celui des ministres des Affaires étrangères. Je le souhaite, je l'ai demandé, mais ça viendra peut-être. Il y a eu les ministres des Finances. Donc, comme il y avait un autre forum où l'Arabie saoudite était présente, il y a quand même des opportunités. Moi, je vous dirais que dans les pays du Golfe, on a beaucoup de contacts. J'ai parlé avec mes homologues des Émirats, du Koweït, du Qatar. Vous avez vu, plusieurs rapatriements même ont été faits par Qatar Airways chez nous. Donc, les communications restent. Je vous dirais que c'était vraiment une question de logistique au départ, parce que beaucoup de nos collègues auraient voulu en faire partie, mais je vous donne vraiment un peu l'arrière-scène, c'est que ce groupe-là se réunit, mais l'appel dure 1 heure. Alors, il y a un élément de connectivité, de proximité, c'est que si on élargit trop, on n'est pas capable de faire. C'était un peu ça qui a guidé notre approche de début. Mais certainement, j'ai parlé, je pense, à 3 reprises avec mon homologue saoudien durant la crise sur différents enjeux, évidemment, eux ayant la présidence du G20. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec des homologues de la Jordanie, je vous disais les Émirats, le Qatar. J'essaie de faire un peu le tour, l'Égypte. Le Maroc fait partie, par exemple, de notre groupe, je vous disais. Donc, c'est vraiment arrivé parce qu'on a réussi à créer ce groupe-là. Ça se veut ouvert, mais on avait vraiment… Et comme je vous dis, il y a plusieurs groupes. Je ne veux pas prétendre que c'est le seul groupe qui existe, évidemment. Il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs regroupements de pays. Nous, on a créé celui-là et je vous dirais à peu près tout le monde était représenté, plus ou moins. Vous avez quand même 2 pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Maroc, qui sont là depuis, qui contribuent régulièrement. Mais on va continuer parce que, comme je vous dis, cette crise-là, elle n'a pas de frontières et certainement avec nos collègues du Golfe, il y a des choses. Vous savez, on est allé au Koweït juste avant le début de la crise. Je devais me rendre en Jordanie. Ça a été retardé, évidemment, par ce qui se passe présentement. Mais même au Maroc, je pense que j'ai été le premier ministre des Affaires étrangères à avoir une visite officielle bilatérale au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et cette relation-là nous sert très bien aujourd'hui. Alors, un esprit d'ouverture, je vous dirais, c'est plus les circonstances qui ont peut-être fait que certains de nos collègues ne soient pas dans ce groupe-là, mais ce n'est qu'un groupe parmi d'autres et certainement, on se veut ouvert en prenant… il y a beaucoup de contacts aussi au niveau bilatéral qui se font. Je continue d'appeler des homologues régulièrement, mais je ne pense pas qu'il faut y voir un désir d'exclusion, loin de là. C'était plutôt un aspect pratique d'avoir seulement quelques pays pour un appel d'1 heure. Merci. La parole est maintenant à Raphaël. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous à nouveau. Je voulais vous poser une question relative à l'enseignement supérieur et plus particulièrement la mobilité étudiante au Canada. Je voulais savoir, du fait de la COVID, quels étaient les enjeux pour la mobilité étudiante et quel avenir se dessinait pour la mobilité étudiante. Et j'entends par là
plutôt deux aspects, à savoir la mobilité étudiante sortante, les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent partir en échange, en stage ou faire un terrain de recherche. Et aussi tout ce qui va être la mobilité étudiante entrante, à savoir les étudiantes et les étudiants internationaux qui souhaitent venir au Canada, particulièrement quand on pense à la rentrée pour l'automne 2020. Voilà, je vous remercie. Ça me fait plaisir de vous revoir d'abord, Raphaël. C'est un grand plaisir de voir cette visite-là virtuelle. Alors, deux choses. D'abord, les étudiants étrangers sont essentiels. Hein? Vous savez, vous contribuez de façon importante. Vous enrichissez le curriculum dans plusieurs universités du Canada. Évidemment, c'est un enjeu auquel on devra réfléchir, ou on réfléchit présentement, mais on devra prendre des mesures. Vous savez que la frontière canadienne est fermée aux voyageurs étrangers non essentiels. Du moins, le décret qui a été adopté, c'est jusqu'à la fin juin. Alors, on devra reconsidérer en ayant en tête la santé et sécurité de tous et de toutes à ce moment-là. On est très conscient qu'on devra avoir une réflexion sur les étudiants étrangers parce que moi, j'ai toujours dit, les étudiants, ils ont voté avec leurs pieds et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes étrangers chez nous. Et je vous dirais, c'est plus que pour nous, c'est mutuel, c'est-à-dire que ça enrichit beaucoup les facultés à travers le pays. Et je comprends que les étudiants, les étudiantes ont besoin d'avoir un plan assez prévisible. D'un autre côté, on fait face à une crise. Vous avez vu, le Québec vient d'annoncer un peu son programme de déconfinement, si je puis dire. Ça a plusieurs aspects. Ça tient compte aussi des conseils de la santé publique. Alors, on devra, mais on en a discuté, même, je peux vous dire, hier avec des ministres en disant il va falloir développer un plan assez clair, assez rapidement pour vous donner plus d'informations aux étudiants. L'autre chose, c'est que je vous dirais, pour ceux qui pensent partir à l'étranger, bien, écoutez, le trafic aérien est rendu à sa plus simple expression. Il y avait, avant la crise, 68 compagnies aériennes. Il y a 68 compagnies aériennes étrangères qui volaient au Canada qui ne volent plus. Pour vous donner une idée, la seule compagnie aérienne canadienne qui vole encore, c'est Air Canada. Air Canada a arrêté tous ses vols vers les États-Unis la semaine dernière. Ils avaient 101 destinations et on essaie d'en protéger 3. Donc, ça vous donne une idée un peu de la complexité. Vous avez seulement Air France et KLM qui volent des compagnies étrangères sur l'Europe vers le Canada présentement. Alors, ça vous donne un peu une idée qu'avant de partir à l'étranger, que ce soit, à moins que ce soit dans le cadre d'une ONG de travail humanitaire, parce qu'on devra l'aider évidemment, le continent africain. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être faites, évidemment, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je pense que n'importe qui désire s'engager à l'étranger doit le faire avec les yeux grands ouverts en étant très conscient des risques parce que vous savez, nous, on a encore à rapatrier des gens, même des diplomates dans différentes missions à travers le monde. Et je vous dirais que ça devient de plus en plus complexe parce que les pays sont refermés. Évidemment, les pays vont se réouvrir, mais avant de quitter, moi, je vous dirais, c'est un pensez-y bien parce qu'il y a non seulement une question d'avoir les autorisations, mais il y a une question très, très pratique. Je vous dis, c'est sans précédent, je dirais au moins dans notre génération, que le trafic aérien soit rendu aussi diminué, c'est-à-dire pour rendre les connexions. Vous savez, lorsqu'on essaie de préserver sur une connexion sur Francfort, Paris et Londres, mais dans les prochains, aujourd'hui, comme on se parle, c'est les seules connexions que vous avez à partir du Canada d'une compagnie canadienne. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur. Lufthansa a diminué ses vols à 85 alors, il y a vraiment un enjeu de logistique auquel il faut être très, très prudent, je dirais, comme Canadien ou Canadienne, ou comme même étudiant, étudiante à l'étranger qui désire aller faire un stage. Je pense que ce serait juste d'attendre quelques semaines, de voir un peu l'évolution des mesures qui seront prises dans les différents pays pour le faire de façon sécuritaire. Alors, la prochaine question est de Théodore. J'ai une question par rapport à la sécurité et en particulier par rapport aux conflits armés. Donc, avec les risques qui sont posés pour les risques de la santé, posés par des armes de retour, et donc le retrait qu'on a vu de nombreuses missions, par exemple, d'assistance à la sécurité dans les conflits armés par le Canada, par le Royaume-Uni, par les États-Unis, et aussi par la France avec l'exception de l'opération Barkhane. Et puis aussi avec l'électrochoc économique que pose la pandémie, est-il prévisible qu'il y ait moins
d'efforts ou d'implications internationales dans des conflits armés dans le monde à l'avenir? Est-ce que le ministère se prépare à cette éventualité-là? Est-ce que ça figure dans votre planification? Merci. C'est une très bonne question et le portrait que je vois derrière vous, ça m'intrigue. Je vois deux dirigeants qui se serrent la main. Je ne sais pas c'est qui, mais vous me le direz. En fait, c'est un ancien ambassadeur canadien à l'Irlande avec le premier ministre irlandais à l'époque. C'est en effet le grand-père à ma part. Oui, c'est ce que ça permet, M. Méran, la diplomatie virtuelle, c'est qu'on peut même voir les intérêts de l'un et de l'autre par les cadres qui sont affichés. Mais pour répondre plus pratiquement à votre question, écoutez, le premier enjeu que nous avons, évidemment, c'est un devoir envers les troupes canadiennes, dans notre cas, évidemment, d'assurer la santé et sécurité. Vous avez vu, moi, j'ai parlé au président du Parlement irakien, je pense, à 2 reprises, parler évidemment à nos homologues américains sur les missions qu'on a, par exemple, en Irak, de voir comment on pourrait, j'ai parlé au secrétaire général pas des Nations unies, mais de l'OTAN, parce que vous savez, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères, de la Défense sur ces grandes questions-là, de garder notre engagement, parce que le Canada veut garder l'engagement. Là, on est vraiment dans dans des considérations pratiques, c'est-à-dire quand sera le moment pour, dans notre cas, les forces canadiennes de pouvoir retourner. On a replié certaines forces vers le Koweït parce qu'on tombe en mode ce qu'on appelle protection, force protection, dans des moments comme celui-là, parce qu'évidemment, on a besoin de certaines unités militaires chez nous, mais notre engagement à l'étranger dans les missions qu'on a, que ce soit en Égypte, que ce soit celle qu'on a évidemment en Irak, où c'est commandé par une générale canadienne, notre engagement demeure tout aussi longtemps, évidemment, que le gouvernement irakien désire qu'on puisse contribuer, évidemment, à la formation. Moi, j'ai dit, on est là depuis le début à la demande du peuple irakien qui veut qu'on contribue aux réformes, qui veut qu'on contribue à assurer un avenir plus prometteur pour le peuple irakien. Ce qu'on vit présentement, je pense, c'est assez temporaire. Vous savez, les différentes forces armées sont habituellement très bien équipées pour faire face à toutes les contingences qu'on peut leur présenter. Évidemment, tout le monde joue de prudence présentement parce qu'on ne voudrait pas infecter. Vous avez vu certains navires militaires de forces étrangères où ils ont eu des cas de COVID. On a vu la propagation très rapide parce que dans certains éléments de la marine, entre autres, on a vu à la vitesse que ça pouvait se propager sur un navire. Alors, il y a toutes ces considérations-là qui sont plutôt de nature pratique. Je ne pense pas que le Canada ne remet pas en question l'engagement. C'est plutôt une question pratique, logistique, comment on peut le faire de façon sécuritaire pour les hommes et les femmes qui participent à ces missions-là, autant en Ukraine, autant évidemment en Irak. Donc, notre engagement continue et on est en train de voir au niveau pratique ce qu'on est capable de faire durant cette période-là de COVID. Merci. Il me reste 3 personnes que nous pourrons accepter dans la liste de questions. Diala, Frédéric et Marie-Joëlle, et après, ce sera tout le temps que nous avons. Donc, Diala, la parole est à vous. Ma question est la suivante. Le lendemain de l'annonce du plan Trump pour le Moyen-Orient, Peace to Prosperity, vous annonciez vouloir examiner de près les détails de ce plan avant de prendre position à son égard. Le développement de la pandémie a depuis jeté une lumière crue sur la politique du fait accompli israélien sur le terrain, notamment pour ce qui est du volet annexion prévu par le plan Trump. Je donne un exemple. Le 28 mars, dans la vallée du Jourdain, qui est précisément convoitée par cette annexion, Israël s'est livré à la destruction d'une clinique palestinienne d'urgence pour le traitement des cas de Covid. Un mois plus tard, il y a quelques jours, le médecin urgentiste canadien Tarek Loubani, qui fait régulièrement des séjours à Gaza, déclarait « We do not have the capacity to treat ». Et il lançait un appel désespéré afin qu'Israël lève le blocus sur l'enclave de Gaza. Alors, 3 mois plus tard, jour pour jour après l'annonce de ce plan Trump, où en êtes-vous de vos réflexions et de cet examen de ce plan ? Est-ce que cette pandémie n'est pas justement le moment opportun pour une révision de la politique étrangère du Canada vis-à-vis d'Israël? Alors, merci pour cette question-là. J'apprécie grandement. Vous savez, effectivement, lorsque les États-Unis ont présenté un plan, on dit qu'on l'étudierait comme
la plupart des autres pays en disant, écoutez, nous, la position canadienne sur le Moyen-Orient n'a pas changé, notre position sur Israël, sur les territoires palestiniens non plus, en disant que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des négociations directes entre les deux parties, qu'on puisse avoir deux États qui vivent en paix et en stabilité, évidemment. C'est dans l'intérêt des deux parties. Moi, ce que je vous dirais, on a continué à parler, évidemment, avec les Nations unies sur UNRWA. Je ne sais pas l'acronyme en français, mais vous connaissez bien cette organisation-là. On a continué de financer parce qu'on est très conscient que non seulement là, mais dans plusieurs autres endroits où on se trouve dans des situations plutôt difficiles, on est très conscient que le COVID peut avoir des effets qui sont, j'allais dire, il y a des risques d'éclosion qui sont encore plus importants dans certains endroits comme ceux-là. Il y a beaucoup de camps de réfugiés aussi dans le monde. Moi, je peux vous dire, je me suis occupé particulièrement de soulever la question des Rohingyas dans les cas au Bangladesh. Il y a beaucoup de choses comme ça, même du côté européen où on avait vu des réfugiés syriens au niveau de la frontière de la Turquie et de la Grèce. Donc, certainement, le Canada joue un rôle, mais pour ce plan-là, je vous dirais que présentement, ma lecture, c'est que les États en ont pris acte, mais les gens sont beaucoup plus préoccupés présentement sur une réponse généreuse, une réponse qui est basée sur la science pour tenter d'aider les gens sur le terrain qui ont besoin de l'aide, de parler des plus vulnérables, de parler des réfugiés, par exemple, que, par exemple, des discussions sur le plan américain. Moi, je peux vous dire, des homologues, tout le monde est plus concentré sur la réponse humanitaire. On doit éviter que cette crise-là sanitaire devienne une crise humanitaire. Et certainement, on essaie de voir de toutes les façons. Moi, j'ai parlé avec différents homologues dans la région pour voir comment le Canada peut jouer un rôle constructif dans cette discussion-là. Mais je vous dirais que présentement, les esprits sont très concentrés sur comment on peut aider les gens de façon très pratique. Et UNRWA, évidemment, c'est un des véhicules pour aider les gens dans les territoires palestiniens. Merci. Frédéric. Oui, bonjour. Malheureusement, je n'ai pas de webcam, notamment, là, vous en aviez parlé tout à l'heure des chaînes d'approvisionnement, mais bon, c'est ça, je n'ai pas réussi à m'en procurer une. Alors, en fait, ma question va concerner la société civile et c'est très fascinant parce que juste avant d'assister à cette séance-ci, j'étais dans un webinaire, j'assistais à un webinaire là, qui s'attardait aux enjeux liés aux droits humains, etc., qui sont mis en lumière par le fait qu'il y a beaucoup d'États qui mettent en place des politiques de confinement, etc., qui peuvent potentiellement aggraver les situations de droits humains. Donc, en fait, ma question est de savoir comment est-ce que le Canada se positionne par rapport à ce genre d'enjeu et puis comment est-ce qu'on pourra s'assurer justement de supporter ces acteurs de la société civile qui, à tous les jours, justement, représentent, je pense, sur le terrain, le volet féministe, par exemple, de la politique canadienne, etc. Donc, voilà. Merci pour votre question. Je vous entends bien, même si je ne vous vois pas. Écoutez, certainement, il faut être très, très vigilant. Ce qui nous préoccupe à plusieurs égards, c'est qu'on a vu certains acteurs étatiques et non étatiques d'utiliser la crise pour faire la promotion de leur idéologie. Et ça, je pense qu'on doit être très, très prudent sur la désinformation qu'on est en train de voir et comment on voit dans une certaine mesure, certains États utiliser cette crise-là pour essayer de miner les démocraties libérales, les valeurs démocratiques qui inspirent évidemment nos sociétés chez nous. C'est sûr que les citoyens et les citoyennes nous demandent de mettre des mesures en pratique pour faire face à la crise, mais ces mesures-là doivent toujours être proportionnées par rapport au respect de la vie privée, des droits individuels, chez nous, évidemment, de la Charte des droits et libertés. Alors, il y a une question de balance, je pense. Je pense que le Canada a trouvé ce bon équilibre-là, mais ce qui nous inquiète, je peux vous dire, Frédéric, c'est qu'on voit dans plusieurs États certains acteurs utiliser cette crise-là à des fins, j'allais dire, qui ne sont pas nécessairement pour enrayer cette crise-là sanitaire, mais de faire avancer des idéologies, de faire, j'allais dire, de réprimer ou même, j'allais dire, de prendre l'espace qui est laissé présentement durant cette crise-là pour le combler avec des idéologies, avec de la désinformation. Et ça, c'est préoccupant. On est, nous, très vigilants là-dessus avec plusieurs pays, particulièrement à l'OTAN,
sur toutes ces campagnes-là de la désinformation. Il ne faudrait pas qu'il y ait des acteurs étatiques et non étatiques qui puissent miner la crédibilité des gens face à la science, face à la réponse. On a vu différentes attaques lancées sur l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je pense qu'on doit être très, très vigilant. Et chez nous, on essaie de prendre des mesures qui sont tout à fait proportionnées, mais en étant très conscient qu'on doit préserver les droits et libertés des citoyens, même en temps de crise. Et l'histoire là-dessus nous enseigne d'être très vigilants. Alors, Monsieur le ministre, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie parce que la dernière oui, question... moi, j'adore, on pourrait continuer. Ce n'est pas tellement moi qui veux arrêter, je pense que c'est les autres engagements mais moi, j'adore ça. Allez-y, allez-y. Alors, la dernière question vous sera posée par ma redoutable collègue Marie-Joëlle Zahar. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je veux vous ramener à la question du multilatéralisme. Nous voyons aujourd'hui des choses très contradictoires. D'une part, il est mis à mal par les agissements de certaines grandes puissances. D'autre part, comme vous nous l'avez dit vous-même, on trouve de nouvelles formes de multilatéralisme qui émergent un peu par nécessité. Entre le repli de certains pays, les appels au nationalisme économique et votre conviction qu'il va falloir penser global. Si vous deviez nous dire comment le Canada envisage un multilatéralisme renouvelé à l'échelle internationale, quelles seraient peut-être les directions dans lesquelles vous voudriez que l'on pense en termes peut-être de réforme des organisations internationales, des institutions financières et ainsi de suite, et peut-être également aussi en termes de l'équilibre entre les grands piliers de ce multilatéralisme, à savoir paix, sécurité, développement et diplomatie. Ah ben, merci d'abord pour cette question. Moi, je pense que ce que les citoyens et les citoyennes de la Terre vont demander, c'est plus de transparence, plus de gouvernance, de revoir la mission pour s'assurer que les institutions internationales qu'on a mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'elles sont encore à jour? Je pense qu'il y a une mise à jour à faire à plusieurs égards au niveau du financement, au niveau de la mission. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions sur l'Organisation mondiale de la santé, mais quand on regarde le financement de l'Organisation mondiale de la santé et la mission de l'Organisation mondiale de la santé, vous savez, il y a comme un découplage quand on voit l'ampleur de la mission avec les moyens qu'on donne. Et je pense que les questions de santé, les questions d'approvisionnement, les questions de sécurité alimentaire vont jouer un rôle de premier plan. Je pense qu'il y a les grandes crises, évidemment, la crise climatique, ça va, je pense, ramener une dose de réalité parce que pour une fois, depuis 75 ans, les gens voient que ces grandes crises-là, que le multilatéralisme met de l'avant. C'est souvent dur, vous savez, d'interpeller les citoyens et les citoyennes dans leur quotidien alors qu'on a une crise qui est invisible, qui est inodore, où les conséquences se font sentir, mais sur une très, très longue période. Là, le COVID, ça a ramené un ennemi commun invisible, qui ne connaît pas de frontières, mais de façon très, très rapide et qui touche tous les citoyens de la planète. Comme je le disais, que vous soyez premier ministre britannique, que vous soyez travailleur de la santé chez nous dans un CHCCLD, vous courez le risque de ça. Il n'y a personne qui est immunisé vraiment contre ce risque-là. C'est un risque qui est présent partout. Alors moi, je pense que les gens vont réfléchir sur la réponse domestique. Il y avait un article, ça je me permettrai peut-être, M. Méran, de vous le souligner, ou Marie-Joëlle, il y avait un article intéressant d'Henry Kissinger dans le Wall Street Journal récemment qui disait que l'histoire, évidemment, on regardera, on tend à vouloir faire de la rétrospection alors qu'on est en moment de crise. Mais ça retarde, évidemment, les actions qu'on doit entreprendre. Moi, je le dis souvent, oui, il y aura un moment pour revoir certaines institutions dans leur mission, dans leur gouvernance, dans leur leadership, dans leur financement. Mais je l'ai dit souvent, ce n'est pas lorsqu'il y a un incendie fait rage qu'il faut se demander si on avait le bon détecteur de fumée. Là, on a un incendie devant nous. Il faut utiliser les institutions, les instruments qu'on a devant nous. Je pense qu'il va y avoir certainement une refonte. La santé va prendre une place prédominante, je pense, dans l'esprit des gens. La sécurité de l'approvisionnement. Et ça, moi, je pense que le Canada a un rôle de premier plan à jouer. Qu'on parle de sécurité alimentaire,
le Canada peut jouer un rôle fondamental quand on parle de sécurité au niveau sanitaire, parce que nous, avec ce qu'on arrivera à fabriquer chez nous, on peut devenir aussi un partenaire de choix dans l'avenir. Moi, je pense, quand on regarde le Canada, qu'il y a des grands accords commerciaux avec les grands blocs économiques. Quand un pays comme le Canada s'est démontré un partenaire ouvert, stratégique, qui n'a pas imposé des règles indues qui ont fait que les pays plus vulnérables, comme certains de vos collègues m'ont demandé plus tôt, d'avoir accès quand même eux aussi à de l'équipement, à de la connaissance, à des données. Je pense que là, on peut se positionner comme un champion du multilatéralisme renouvelé, mais aussi comme un partenaire de choix stratégique où, moi, j'ai déjà des pays, je vous le dis, Marie-Joëlle, si vous me permettez, qui m'ont dit, Monsieur Champagne, nous, suite à cette crise-là, on change nos chaînes d'approvisionnement. Parce qu'on avait des pays avec qui on faisait affaire qui ne se sont pas démontrés être des partenaires fiables durant cette crise-là. Alors, on m'a interpellé déjà au niveau alimentaire, au niveau de la production d'équipements médicaux en disant laissons cette crise-là passer, mais au lendemain de cette crise-là, nous, on voudra raffermir des partenariats avec le Canada et ça sera peut-être des partenariats nouveaux. Alors, moi, je vois multilatéralisme renouvelé, mais un rôle accru pour le Canada dans ce monde-là où, comme vous avez dit, il y a beaucoup de remises en question aussi des alliances traditionnelles. Elles vont survivre, mais il y a aussi des nouvelles alliances qui vont se former parce qu'en temps de crise, c'est là où les gens voient vraiment qui était là dans ces grands moments-là, qu'on le voit comme la question que vous m'avez posée au niveau des réfugiés, qu'on le voit dans les populations vulnérables, qu'on le voit par exemple dans toutes les inéquités sociales, parce qu'on a parlé beaucoup de distanciation sociale. Il va falloir parler de cohésion sociale à un moment donné aussi. Parce que oui, la distanciation en temps de crise, mais après ça, il y aura une question de cohésion. Et non seulement à l'échelle, j'allais dire, provinciale chez nous, même nationale, même nord-américaine, mais même mondiale. Il y aura un monde à repenser, un monde, j'espère, qu'on pourra bâtir sur des bases nouvelles. Peut-être, on dit toujours, il faut mieux rebâtir plus vert, plus inclusif, plus équitable, en tenant compte certainement des populations les plus vulnérables. Bien. Monsieur le ministre, François-Philippe Champagne, merci pour cet échange à la fois franc, très vivant, qui nous a permis d'aborder les grands enjeux de la planète, mais aussi les coulisses de la diplomatie. Nous avions proposé un séminaire plutôt qu'une conférence, et c'est ce que vous nous avez offert. Donc, nous vous en sommes tous et toutes très reconnaissants. Alors, on a l'habitude au Cerium d'offrir comme cadeau à nos invités un petit livre pour les remercier de nous avoir rendu visite. Et bon, comme vous le savez, notre collègue Jocelyn Coulon a écrit il y a quelques années un ouvrage peu charitable sur la politique étrangère du gouvernement Trudeau. Mais, donc, on n'allait pas vous offrir ce livre que vous avez sûrement déjà lu. Mais son dernier petit livre, qui est tout chaud sorti des presses de l'Université de Montréal, porte sur un sujet qui devrait vous intéresser, le Conseil de sécurité des Nations unies. Donc, ça s'appelle, je ne sais pas si vous pouvez le voir, « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ?» Nous allons vous l'envoyer par l'année. Comme ça, vous pourrez le lire sur votre téléphone intelligent entre deux bilatérales diplomatiques en espérant que ça vous soit utile dans la stratégie que vous avez exposée devant nous. Je ne sais pas si vous voulez peut-être dire un dernier mot de conclusion. Et pour ma part, je vous souhaite évidemment bon courage dans la poursuite de vos activités, mais je vous donne le mot de la fin. D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion d'avoir cet échange-là. Vous savez, on pense souvent à la diplomatie dans des grandes rencontres, dans des grands salons, mais la diplomatie, c'est une réalité de tous les jours. Je peux vous dire que dans cette crise-là, on a vu que cette, j'allais dire, diplomatie un peu virtuelle, informelle, c'est elle qui a donné les meilleurs résultats. Alors moi, je dis merci. Je salue particulièrement, évidemment, les chercheurs chez vous, mais aussi les étudiants et les étudiantes. Moi, je vous dirais, vous êtes à l'aube d'un monde qu'on devra repenser à plusieurs égards. Moi, je vous souhaite, rappelez-vous toujours du pouvoir d'une personne. On a eu des exemples récents, je pense à Greta Thunberg, une personne peut mobiliser la planète. Alors, je vous dirais d'abord, croyez en votre capacité de repenser le monde, faites preuve d'un leadership nouveau. Je pense que dans cette refonte-là des institutions multilatérales, il y aura beaucoup d'espace pour des idées nouvelles, des idées qui seront rassembleuses.
moi, je vous souhaite de prendre le chemin le moins parcouru et je pense que durant cette période-là de confinement, s'il y a une chose que cette crise-là m'a enseigné, et je l'avais entendu d'un vieux sage, M. Méran, un vieux Sherpa, c'est que l'éducation, c'est un chemin de vie. Alors, je ne pense pas qu'il y a personne de dirigeant aujourd'hui qui aurait pu penser devenir spécialiste des virus ou des pandémies. Et voilà, le monde était confronté à ça. Alors, moi, je vous invite à continuer votre cheminement de connaissances parce que ça prouve qu'aujourd'hui, les leaders, on a besoin d'avoir des connaissances élargies, mais d'être guidés par des principes et des valeurs solides. Et je pense que le professeur Méran, le Sérieux, l'Université de Montréal donne cette base-là, j'espère, de valeurs et de principes. Peu importe l'enjeu qu'on vous présentera, peu importe sa complexité, peu importe son volume, vous serez en mesure avec des valeurs et des principes et des connaissances de faire face. Alors, moi, je me dis, la refonte vous appartient autant qu'elle m'appartient. Faisons ça ensemble. Là-dessus, je dis merci au Cérium, merci M. Méran, merci à tous les chercheurs, les chercheuses et évidemment les étudiants et les étudiantes. Et je vous invite tous et toutes à me joindre pour des applaudissements. Ce sera un peu une prouesse technologique. On va essayer. Je vais reprendre l'appareil parce que j'ai eu énormément de plaisir. Alors, c'était le highlight de ma journée, comme on disait. Ne dites pas aux autres à qui je parlerai aujourd'hui, mais ça, c'était le highlight en bon français de la journée. Pour nous également. Merci et bonne journée. Et encore une fois, courage à tous et à toutes. Merci tout le monde. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci à vous.